Nicolas Hagemeister, professeur à l'École de technologie supérieure à Montréal, au Canada. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'arthrose et d'une technologie qu'on a développée au Québec depuis bien des années et qui peut peut-être répondre à certaines questions. Donc juste avant de commencer, c'est important de préciser que je ne détiens... Bon, la compagnie avec qui je collabore, qui a finalement commercialisé notre technologie qu'on a brevetée, je détiens des subventions avec elle, mais pas de, j'ai aucun lien contractuel, ni j'ai même pas de droit, je ne reçois pas de bénéfices de cette compagnie. Donc, avant de commencer, je vous poserai la question, est-ce que vous connaissez la différence entre arthrite et arthrose? Oui? Alors, oui. Souvent, on confond les deux, en fait. Les deux maladies donnent le même résultat. L'arthrite, c'est une inflammation, on va dire, on appelle ça systémique, donc du corps au complet. C'est assez mal compris, mais en gros, une sorte de réaction immunitaire auto-immune où notre système immunitaire réagit contre nos propres articulations et génère des inflammations dans, en général, plus qu'une articulation. Donc, vous connaissez peut-être les gens qui ont des mains un peu recroquevillées comme ça, mal à l'épaule, et donc ils ont mal à plusieurs endroits dans le corps. Ça peut être assez grave si c'est très chronique. L'arthrose, ça va aussi mener à une inflammation de l'articulation, mais elle est, on pense, d'origine plus mécanique. Donc là, on parle d'une seule articulation en général, et c'est vraiment la dégradation du cartilage. Alors des fois, on va parler de facteurs de risque. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui peut générer de l'arthrose, par exemple, dans le genou? Le sport, les blessures au sport, jeunes, des sports de pivot où on va se blesser un ligament, où on va se blesser un ménisque aussi, qui sont des petits coussinets qui permettent de stabiliser. Vous allez voir, le genou, c'est comme deux espèces de sphères sur deux surfaces assez planes. Et pour éviter que ça bouge dans tous les sens, on a deux sortes de petits coussinets en forme de croissant de chaque côté qui permettent de stabiliser le tout. Quand ces ménisques-là sont déchirés ou qu'on les enlève par opération parce que c'est désagréable, il y a des morceaux qui se promènent dans le genou, on s'aperçoit qu'au bout un certain temps, on finit par développer de l'arthrose, donc le cartilage s'est un peu effrité. Autre question, combien de temps, d'après vous, se passe entre les premiers symptômes et le diagnostic formel par un médecin? Longtemps? 7 ans en moyenne. Pourquoi c'est si long, d'après vous? On a mal, et pourtant, on a un peu mal, ouais, on va peut-être un peu dire, bon, c'est normal. Les gens disent, j'ai mal, ouais, c'est normal, je vieillis. Alors, en fait, les plusieurs choses, c'est que souvent, les gens qui ont de l'arthrose sont plus âgés, ont d'autres maladies, donc on appelle ça des comorbidités. Ils vont avoir un peu de diabète ou du prédiabète, ils vont avoir des problèmes cardiovasculaires. Et donc, chez le médecin, c'est surtout ça qui va être abordé. Et ils vont oublier leurs genoux. Et comme toute maladie où on a des douleurs, quand on n'a pas mal, on n'y pense pas. Et c'est au moment d'avoir mal qu'on se dit « Ah mince, j'aurais dû en parler à mon médecin. » Mais bref, on n'a pas tout le temps mal. C'est une condition qui fluctue dans le temps. Il y a des sortes de périodes inflammatoires où tout à coup, ça devient inconfortable et oups, ça se recalme. Et puis, ça recommence. Donc, c'est très difficile d'avoir ça en tête et de dire il faudrait que je me fasse diagnostiquer pour ce que j'ai au genou, parce qu'on est préoccupé par plein d'autres choses aussi. Et dernière question, est-ce qu'on peut traiter l'arthrose? Pas vraiment. Donc, comment est-ce qu'on traite ces douleurs? On va donner des médicaments contre la douleur. Ça commence par le Doliprane. Des fois, on va donner des anti-inflammatoires. Ça va créer des problèmes d'estomac. Donc, c'est compliqué. On va surtout gérer la douleur. Après, il y a des injections qu'on peut faire. On peut injecter de la cortisone. Le standard clinique aujourd'hui, c'est qu'on va combiner une injection de cortisone qui est vraiment un anti-inflammatoire qu'on va injecter dans l'articulation.
Et on va ensuite ajouter une injection de ce qu'on appelle de l'acide hyaluronique, qui est un espèce de composé censé aider le cartilage à se régénérer. Les preuves scientifiques sur la question sont assez, on va dire, peu convaincantes pour l'instant. Donc c'est à ça que ça ressemble, un cartilage qui est en fait une espèce de surface blanche qui est autour des os et qui aide les os à glisser l'un par rapport à l'autre. Donc ça ressemble à une sorte de... vous voyez, comme de la céramique, si vous voulez, un petit peu plus mou. Et donc ça permet d'avoir une surface de glissement qui est sans frottement. Et quand on finit par faire un diagnostic, ça se fait par une radiographie. Et vous voyez bien ici qu'il y a un espace entre les deux os d'un côté qui est clairement réduit. Donc on ne voit pas le cartilage sur les radios, parce que ce n'est pas radio opaque, mais on peut voir que les deux surfaces articulaires se rapprochent. Et donc là, on va dire, ah, donc c'est de l'arthrose. Et les facteurs de risque, on a dit le sport, l'âge. Et donc dans la tête des gens, c'est un peu inéluctable. Ah, j'ai de l'arthrose, j'ai mal. Bon, il faut que je vive avec. Hein? Et les médecins disent exactement la même chose. En fait, les médecins sont complètement découragés parce que tout ce qu'ils ont, c'est de dire « Ah, vous avez de l'arthrose », mais ils n'ont rien à proposer d'autre que prenez des médicaments contre la douleur. Et puis, quand vous serez plus capable, vous allez mettre une prothèse. On va vous mettre une prothèse de genou. En gros, c'est ça le discours qui est donné. On a de plus en plus maintenant quand même des kinés qui interviennent. Ces kinés-là se basent sur des programmes d'exercice. Je suis allée voir encore une fois, standard en ce moment. C'est 10 séries d'exercices à faire par jour. Donc, c'est des accroupissements sur une chaise, des étirements. Ça prend une plombe, à mon avis, et c'est surtout très générique. Donc, déjà, il faut avoir la motivation de les faire. Ces programmes d'exercice génériques, ils ont un taux d'adhésion, on va dire, du patient à ces exercices extrêmement faible. Donc, on va parler de 45% des gens qui les font, leurs exercices. La plupart des gens, ils n'ont même pas le courage de passer la demi-heure par jour à les faire. Et en plus, on s'aperçoit que quand les gens font leurs exercices, c'est efficace pour soulager la douleur, mais seulement sur une partie des patients. Autrement dit, il y a des gens chez qui ça aide et d'autres à qui ça ne fait aucune différence. Donc déjà, on se dit peut-être qu'on pourrait être plus patient spécifique. Je vous lance ça comme ça, on en reparlera un petit peu plus loin. L'autre constat, c'est que si vous faites des radiographies, là, vous avez une image d'une classification de la gravité de l'arthrose. Donc, vous avez ici un genou, on va dire grade 1, on considère que ce n'est pas encore de l'arthrose. Et puis, plus on avance, plus vous voyez donc les deux petites surfaces qui se rapprochent. Puis, à un moment donné, l'os fabrique trop d'os autour. On appelle ça des ostéophytes. Et puis ici, on est vraiment au grade le pire. Et on a fait une étude sur le territoire du Québec où on a notamment mesuré le niveau de douleur et corrélé ça ou vérifié s'il y avait des différences selon le grade d'arthrose. Donc vous voyez sur ce schéma-là qu'en moyenne, qu'on ait un grade 2, 3 ou 4, les gens ont tous la même douleur. Ça veut dire que dans le grade 2, il y a des gens à la radiographie, on vous dit « Oh, c'est pas grave, vous avez juste un grade 2, mais ils ont très mal. » Et d'autres qui ont un grade 4 qui n'ont pas si mal. Donc le lien entre la douleur et le diagnostic qui donne la gravité de l'arthrose, il n'est pas là non plus. Et ça, c'est probablement parce que le diagnostic est fait debout, statique, mais ce n'est pas là qu'on a mal. On a mal quand on bouge. Donc c'est une des raisons. Donc comment c'est pris en charge l'arthrose? Je crois savoir qu'en France, c'est assez proche avec que ce qu'on fait au Québec. La seule différence étant que vous avez plus accès à des kinés que les Québécois ont accès à ce que nous, on appelle des physios. Mais grosso modo, il y a donc la première ligne qui est le médecin de famille qui va essayer d'éduquer éventuellement, et encore, c'est pas sûr, et surtout va dire « perdez du poids ». Excusez-moi, mais à partir de 40-50 ans,
perdre du poids, ça devient extrêmement compliqué. Et puis surtout, le patient est tout seul avec ça. Donc, c'est pas simple. Ensuite, on va ajouter une couche en deuxième ligne où on va plus intervenir avec des médicaments. On va peut-être prescrire des orthèses, donc des espèces de harnais. Vous avez dû voir ça dans la rue, des gens qui marchent avec des harnais autour de leurs joues. Vous avouerez que ça n'a pas l'air hyper confortable. Il faut mettre ça par-dessus le pantalon, etc. Et puis, si tout ça n'a pas fonctionné, la dernière ligne, c'est la chirurgie. Sachant que, en tout cas au Québec, il y a 75% des patients qui sont chez le chirurgien et dont le chirurgien dit « c'est trop tôt, madame ou monsieur, revenez me voir quand vous serez vraiment plus capable ». Donc, retour à la case départ. Et qu'est-ce que ça a comme impact? Pas juste « j'ai mal au genou », on a des douleurs, on dort moins bien, on se réveille la nuit. Ça crée de la fatigue qui peut engendrer de la dépression. Ça crée aussi une incapacité. On ne peut plus faire le sport qu'on aime. On ne peut plus aller faire les activités avec les gens qu'on est habitué à faire. Donc, c'est un espèce de cercle vicieux qui ne fait que empirer et qui fait que le patient, vraiment, il ne va pas très bien. Puis ça, on a pu le documenter, nous aussi, dans notre recherche. Et donc, le parcours classique du patient, et puis je pense qu'en France, c'est très similaire. Rendez-vous chez le docteur au bout de 7 ans de douleur. Je rappelle que ça fait un moment que la personne a mal, qui fait passer un rayon X. Retour chez le docteur qui va dire bon, on va vous donner des médicaments, peut-être vous allez voir, essayer de perdre du poids. Les symptômes persistent. Prochaine visite chez le docteur qui va dire on va passer un IRM. Juste pour faire quelque chose, alors que l'IRM, c'est connu, et dans tous les guides de pratique clinique, on dit que l'IRM ne sert à rien pour la prise en charge de l'arthrose, ça coûte juste de l'argent. Je ne sais pas combien ça coûte en France, mais au Québec, ça coûte 400 ou 500 $ passer une résonance magnétique au système de santé. Donc, c'est de l'argent dépensé pour rien, ça ne donne pas plus d'informations, c'est tout aussi statique et ce n'est pas utile. Des injections, ça marche des fois, pas forcément. Finalement, le généraliste dit allez voir un orthopédiste, je ne peux plus rien faire. Et l'orthopédiste dit non, je ne vais pas vous opérer, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas assez mal. Et donc, retour à la case départ, et bref. Et donc, tout le monde est frustré dans cette histoire-là. Le patient qui n'a pas de réponse et le médecin qui n'a pas non plus d'aide à donner à son patient. Puis je peux vous dire que j'ai rencontré... Donc, j'ai fait une grosse étude clinique à travers toute la province du Québec et j'ai rencontré pas mal de médecins de famille pour les enrôler dans notre étude qui avait pour but de tester donc la technologie qu'on a développée. Et je suis tombée sur des gens mais foncièrement déprimés, vraiment à bout de ressources, parce que leurs patients ont tous, enfin beaucoup ont de l'arthrose. Donc là arrive un peu la science, on va dire, biomécanique. C'est qu'il y a des gens qui, dès les années 2015, ont déjà d'abord dit c'est une maladie sérieuse, serious disease, et qui ont dit qu'il existait ce qu'on appelle des facteurs mécaniques, donc une façon de bouger le genou qui était plus propice à développer de la douleur et à accélérer le développement de la maladie. Donc là, vous avez une petite vidéo de ce que c'est que ce facteur qui s'appelle le varus trost, qui est en fait, lors de la marche, le genou, il fait un petit schlock vers l'extérieur, comme ça. Et ça, ce facteur-là, il est corrélé à la douleur. Et donc, on se demande, est-ce qu'on ne pourrait pas le corriger? Mais avant de le corriger, il faudra peut-être pouvoir le détecter, parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas voir ça à l'œil nu. Il n'empêche que les recommandations à ce moment-là étaient de dire, en fait, le rayon X, l'IRM ne permettent pas de mesurer l'alignement dynamique. On peut aller dans des laboratoires de marche. Je vais vous montrer une photo juste après qui consiste à équiper la personne avec... En fait, je vais montrer ça tout de suite. Donc là, vous voyez, à l'œil nu, je ne vois rien. Enfin, la personne a l'air de bien marcher. Je ne peux pas détecter... On a fait des études comme ça où on a demandé à des kinés de dire quel est l'alignement. Est-ce que cette personne a ce facteur mécanique de varus trost? Et puis, une fois sur deux, ils ne sont pas d'accord. Donc, à l'œil nu, ça ne marche pas. Et ça, c'est
Donc le laboratoire de marche, classiquement, on va poser des capteurs sur la personne. Ces capteurs vont être mesurés par des caméras qui sont dans des grandes salles et on va en extraire. Donc en mécanique, petit aparté, lorsque vous voulez décrire un mouvement tridimensionnel, en général, on va décider de mettre un système d'axes sur chacun des objets et on va décrire ce mouvement 3D en disant bah, ça tourne d'abord autour de cet axe-là, après celui-là et après celui-là. Et il se trouve que le genou, bah, oui, il tourne autour d'un axe qui est comme ça, mais quand vous marchez, il va aussi tourner autour d'un axe qui est comme ça, et il va aussi faire ce mouvement-là. D'accord ? Donc on a 3 rotations qui peuvent être mesurées. Sauf que si on met des capteurs sur la peau bouge par rapport à l'os en dessous, et donc ce qu'on mesure, c'est oui, la flexion-extension, c'est un grand mouvement, mais les 2 autres rotations, c'est très difficile de les avoir parce qu'elles sont noyées dans le bruit de mesure qui est dû au fait que la peau bouge dessous. Mais ça reste qu'on peut aller trouver des courbes et espérer aller chercher de l'information là-dedans. Donc là, je vais vous montrer la petite vidéo de la genographie qui est en fait... Puis je vais faire une pause. Vous voyez, en gros, c'est un harnais. Vous avez les mêmes petites boules que vous avez vues qui avant étaient collées sur la peau, qui maintenant sont sur ce harnais-là. Et ce harnais, il vient se fixer sur des endroits du genou où la peau bouge le moins possible. Et donc, la personne on va lui installer ce harnais, elle va marcher sur un tapis roulant. Ici, en arrière, ça ne se voit pas, mais il y a une petite caméra qui permet d'aller voir le mouvement des boules. Et puis après, on va définir des systèmes d'axes et on va sortir des courbes. Et à partir de ces courbes, on extrait les facteurs mécaniques, donc le fameux Varus-Trost en question, par exemple, mais il y en a d'autres. Et basé là-dessus, on va dire, bah, pour ce patient-là, on va lui donner des exercices qui corrigent ce facteur-là. Donc là, on devient beaucoup plus patient spécifique. Donc je ne sais pas si d'ici, jusqu'ici, vous avez compris. Oui ? Juste pour le harnais, le fait qu'il soit maintenu dans une certaine position, ça fait qu'au lieu que les boules soient directement attachées sur la peau, voilà. elles suivent mieux le mouvement. Exactement. Elles sont comme attachées au harnais qui, lui, est fixé à l'os. Et donc, on se dit qu'on mesure mieux le mouvement de l'os. Et donc l'autre solution, ça serait de percer à travers la peau et puis de percer dans l'os et de mettre les capteurs sur l'os. Mais enfin, il y a des gens qui ont fait ça. Oui, en Suède. Le gars, j'ai une photo de lui, il se auto-fixe sur l'os pour avoir cette mesure précise du mouvement 3D du genou. Il n'y a pas vraiment d'autres moyens que ça. Donc nous, on était un peu moins agressifs. Même si je peux vous dire qu'on rigole souvent beaucoup parce qu'on collabore avec pas mal de gens en France. Et au Québec, ça a été développé. On a mesuré si les gens trouvaient ça très inconfortable de porter ce harnais, etc. Puis on n'avait aucun problème. Arrivé dans les labos français, ils se disaient « Oh non, mais ça fait mal votre truc, c'est pas confortable !» Donc voilà, il faut faire un peu d'éducation. C'est sûr qu'on ne marche pas tout à fait de façon normale avec ça, on est d'accord. Un truc qui est attaché. Donc voilà, pendant 10 minutes, même pas, on marche avec ça, mais ça reste qu'on peut imaginer, puis c'est souvent la critique qu'on reçoit des chercheurs français qui disent « Ouais, mais ce n'est pas la vraie démarche de la personne dans la rue, on est d'accord. » Mais c'est en fait, c'est pour ça que je vous donne cette image-là, c'est comme un électrocardiogramme du genou. Quand on mesure l'activité électrique du cœur, ça reste une représentation de ce que le cœur fait. Et 20 ans de recherche ou 40 ans de recherche, à l'époque, les gens regardaient, l'électrocardiogramme sortait des longues bandes de papier, puis c'était regardé par un cardiologue qui dit « Ah ouais, là, il y a un petit écart, ça. » Aujourd'hui, l'intelligence artificielle aidant, les détections automatiques des signaux, le côté numérique fait que automatiquement, ça va proposer un diagnostic. Parce qu'il existe plein de maladies cardiaques. Et donc, l'électrocardiogramme, qui est une courbe, tout comme nos courbes,
on va chercher des points là-dessus pour dire, voilà, c'est plutôt une fibrillation auriculaire ou un problème ventriculaire, etc. Et donc, de notre côté, c'est un peu la même chose. C'est que, je vous rappelle, on a 3 courbes. On a la flexion-extension en haut. On a ce mouvement-là au milieu et puis le mouvement de rotation en bas. Ça, c'est ce qu'on enregistre. Et 20 ans d'études ont déterminé qu'il existait des points, donc des amplitudes sur cette courbe, des pentes qui étaient, elles, représentatives de la douleur des patients. Donc, c'est les fameux facteurs mécaniques. On va en mesurer 11 aujourd'hui en clinique. Et en fonction des résultats, donc on a aussi fait beaucoup d'acquisitions sur des personnes saines, de différents âges. On sait, un peu comme une prise de sang, c'est au vert, tout va bien, ou ah non, ça c'est rouge, ça sort de la normale, ou c'est rouge plus, auquel cas c'est vraiment problématique. Et donc on analyse ça en disant, ces facteurs-là étant positifs, donc rouge, pas cool, on va à ce moment-là proposer des exercices qui les corrigent. Et donc ça me ramène à ce que je vous ai dit au début. Le programme d'exercice générique table beaucoup sur le renforcement des quadriceps, c'est le gros muscle qu'on a ici. Mais il y a des gens, ils n'ont pas besoin de ça. Au contraire, il faut qu'ils renforcent les fessiers ou il faut qu'ils fassent de l'étirement parce qu'ils sont comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de mesurer. Comme un électrocardiogramme, on dit, vous avez besoin plutôt de faire des étirements que de faire du renforcement. Donc c'est à ça que ça ressemble, une espèce comme une prise de sang. Ah, j'ai un truc rouge avec une valeur qui est donnée, qui est souvent... ça, c'est des choses qui sont plus, on va dire, scientifiques et quantifiées. Mais le thérapeute qui regarde ça, quand c'est au rouge et qu'il sait qu'il faut qu'il essaye de corriger ça, il sait par où aller. Et donc ça donne comme un espèce de... comme une prescription d'exercices à donner à un patient donné, plutôt que de lui dire fais-moi les 10 exercices tous les jours pendant une demi-heure. On va en choisir 3 qui sont vraiment ceux qui vont cibler ce facteur-là. Ça permet aussi de choisir la bonne orthèse, parce que dans certains cas, ça prend des orthèses stabilisatrices, dans d'autres cas, pas forcément. Et donc, ça permet de mieux orienter le patient pour le choix d'un soutien éventuel. Donc, à l'époque, quand ça a été créé, c'était vraiment une feuille de papier qu'on donnait aux patients. Maintenant, ils ont un portail patient avec des vidéos. Enfin, c'est hyper bien fait. Moi, je n'ai pas participé à ça, mais après, il s'agit aussi d'éduquer les patients par rapport à leur maladie. Donc, pour la science, alors ça, c'est la génographie. Je racontais tout à l'heure, j'ai fait mon doctorat, moi, fini en 2001, qui se passait à la morgue, où j'étudiais le mouvement 3D du genou de cadavre. Et aujourd'hui, il y a une compagnie qui, en 2007, la dame est venue visiter le labo, et c'est un peu une visionnaire. Elle a dit, faut commercialiser ça. Donc, elle est partie avec l'invention, elle l'a commercialisée, puis moi, j'ai fait avec eux de la recherche jusqu'à encore aujourd'hui. Et notamment, en 2014, il y avait un appel à projet du gouvernement du Québec qui s'appelait Pour un Québec vieillissant et en santé, ou un truc comme ça. Et donc, on a lancé une étude pour dire, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Parce que jusqu'ici, on n'avait fait que des études à l'intérieur du laboratoire, une quinzaine de personnes. On voyait bien que ça marchait, mais c'était très dans la vie de labo. Et puis, on n'avait pas vraiment de preuves si chez monsieur et madame tout le monde, ça allait fonctionner. Et donc, c'est là où j'ai sillonné le Québec et puis que je suis allée toquer à la porte de plein de cliniques médicales. Il y en a beaucoup qui m'ont ouvert la porte, donc plus de 130. 300 médecins dans 130 cliniques qui nous ont référé leurs patients. Et donc, il y avait en gros 2 groupes. Un groupe qui avait la prise en charge habituelle. Donc, c'est quoi la prise en charge habituelle? Pas grand-chose. Et l'autre groupe avait un examen de génographie et une explication des exercices qu'on lui demandait de faire. Donc ça, c'était notre plan A. Et puis finalement, on est allé voir, ça c'est aussi important de comprendre que quand on fait des études où les résultats s'adressent après au gouvernement, parce que la question c'est est-ce que ça doit un jour être remboursé par notre Sécu ou pas,
Ils nous ont dit, ouais, non, mais avoir un kiné qui explique aux patients ces exercices, ça ne va pas être possible. Faites-nous un groupe où ils font juste l'examen et puis ensuite, les résultats vont être envoyés au médecin, puis c'est lui qui va expliquer aux patients. Je me dis, ouf, pas sûr que ça va être efficace, mais bon. Donc, on avait 3 groupes d'études. Et on les a évalués à 6 mois, 1 an, puis après à 2 ans, etc. Et ce qu'on a constaté, c'est que même dans le groupe où il n'y avait pas d'explication formelle des exercices, les gens, ils allaient mieux. Ils reprenaient leurs activités de la vie quotidienne, ils avaient moins mal. Dans le groupe où ils avaient le physio ou le kiné qui leur expliquait comment faire, c'était encore plus spectaculaire. Et surtout, 87% des patients faisaient leurs exercices. Ça, c'est comme un espèce d'effet secondaire. Moi, je mets ça sur le fait que les gens avaient une explication et une mesure objective. Parce que si je vous regarde en disant vous m'avez l'air de faire du cholestérol, arrêtez de manger du beurre. Vous allez me dire, bah. Si je vous fais une prise de sang et que je vous dis, oula, cholestérol à tel niveau, hein, là, vous allez peut-être être motivé à le faire. Donc, c'est un peu ça l'effet aussi, c'est que on mesure quelque chose. L'autre effet que j'ai pu voir à travers beaucoup de patients que j'ai rencontrés, c'est l'effet « je comprends ce que j'ai ». Mon beau-père, 83 ans, s'est plaint du genou. Alors, j'ai dit, bon, bah, on va passer une genographie. Il est revenu, il me dit, mais c'est incroyable. Lui, il marche 2 fois par semaine, il fait 11 km, il monte sur le Mont-Royal, il revient. Et on lui a juste expliqué, alors, parce qu'il avait 83 ans, que ce n'est pas quelqu'un qui va faire des exercices avec des élastiques, on lui a juste expliqué qu'il mettait trop de poids sur l'extérieur de ses pieds et qu'il fallait qu'il mette plus le poids sur l'intérieur, ou l'inverse, je ne sais plus. Et bien, il a réappris à marcher et il n'avait plus mal. C'était vraiment un truc tout bête pour juste l'éduquer à mieux utiliser son genou. Donc, il y a tout un tas d'effets, je dirais, aussi secondaires à ça. Et donc, après ça, la question, c'est est-ce que ça coûte une fortune au système de santé? Parce qu'au Québec, c'est un système entièrement public. Donc, il faut que si ce n'est pas remboursé par notre Sécu, bah, les gens, il faut qu'ils payent. Et puis, les gens ne sont pas habitués à payer pour leurs services de santé. Il n'y a pas de mutuelle, tout ça. Donc, il faut qu'on convainque le gouvernement que ça ne va pas générer des coûts faramineux. Et donc tout ce projet-là avait un volet socio-économique où les gens écrivaient tous les 3 mois, ils donnaient toutes les dépenses qu'ils avaient eues en lien avec leur maladie. Et on a démontré que c'était pas plus cher, incluant le coût du test. Les gens donc dépensaient un peu moins parce qu'en fait, les gens, quand ils savent pas quoi faire, ils s'achètent des produits naturels. Ils vont essayer toutes sortes de choses et ça coûte cher aussi. Donc, on a démontré que c'était tout à fait viable et qu'on n'était pas en train de faire exploser les coûts. Ce test est remboursé par la Sécu en France, pouvez-vous imaginer, et toujours pas au Québec. À bon entendeur, comme dirait l'autre. Donc voilà, ça fait un peu le tour. Ce que j'espère vous avoir transmis comme message, c'est que dans tous les cas, et même si vous n'avez pas accès à une genographie ou vos proches, parce que vous avez peut-être des gens autour de vous qui se plaignent d'avoir mal au genou, ce n'est pas une fatalité. On peut faire quelque chose. Étrangement, on ne le sait pas, mais plus on bouge, mieux c'est. Souvent, quand on a mal, on dit oh, « ok, j'arrête ». Mais en fait, non. Il faut continuer à bouger. Et souvent, ma mère, elle commence à faire de l'arthrose du genou et elle me dit « Ah, le premier pas, ouf !» Et puis là, elle joue au golf 4 fois par semaine. Elle dit oh, « Au bout d'une demi-heure, ça va très bien. » Mais elle me dit « Est-ce que c'est bien? Est-ce que je dois continuer ?» Je dis ouais, à fond. Il faut continuer à bouger. Et d'avoir en tête que, en fait, oui, il y a des exercices de disponibles, mais il y a aussi, alors à Lyon, il y a la genographie qui est disponible. Je sais pas si elle est vraiment disponible grand public, mais selon moi, la clinique Santis, en tout cas, c'était un de leurs objectifs de le rendre public. Et voilà. Donc, ça termine ma petite présentation. Merci d'avoir été là.